La 18e édition du Sommet de la francophonie, c'est à Djerba en Tunisie, Djerba où nous retrouvons Mohamed Kassi et ses invités. C'est à vous. Bonsoir Estelle et bonsoir à tous. Je vous présente sans plus attendre nos invités ce soir. René Trabelsi, merci d'être avec nous. Je n'ose pas vous dire bienvenue puisque vous êtes 100% djerbien. C'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Vous avez été ministre tunisien du tourisme, également du transport. C'était entre 2018 et 2020. Je précise aussi que vous faites partie de la minorité juive de Tunisie. Vous faites partie aussi des organisateurs d'ailleurs du pèlerinage de la Riba. Ce sera bientôt, je crois, au mois de mai prochain, en 2023, la Riba, l'une des plus anciennes synagogues d'Afrique et même du monde. Avec nous également Madi Natal, merci d'être avec nous, porte-parole du Parlement francophone des jeunes, l'une des deux porte-paroles du Parlement francophone des jeunes. Et à vos côtés, Ronan Dumas-Labbé, bienvenue également à vous. Vous êtes président de l'organisation non gouvernementale Francophonie sans frontières. Peut-être d'abord à tous les trois un petit tour de table sur ce sommet. Nous sommes le samedi 19 novembre, c'est le sommet officiel qui a débuté ce matin, mais la fête de la francophonie bat son plein depuis maintenant quasiment 10 jours. Comment ça se passe pour vous et surtout quelle retombée pour cette île de Djerba? C'est la première fois qu'elle accueille un événement d'une telle envergure et d'une ampleur internationale. Bonsoir et tout d'abord merci à TV5 qui a toujours été très proche de la Tunisie, mais surtout de Djerba. On avait toujours des superbes reportages de TV5. Honnêtement, moi, autant que djerbien, je suis l'homme le plus heureux d'assister à ce sommet de francophonie. Surtout que quand j'étais ministre, j'ai participé aux préparatifs, on va dire, de ce sommet-là. Mais il y a eu les périodes de Covid, ça a été ajourné après. La ville, elle est magnifique. Le temps, il était, on va dire, le soleil était connecté avec ce sommet. Mais économiquement, ça peut avoir des retombées? Exactement, bien sûr, il y a une retombée extraordinaire. Il y a des gens qui vont arriver dans la semaine parce qu'ils savent qu'il y a des complications au niveau sécuritaire sur l'île et tout, mais il y a beaucoup de réservations, beaucoup de touristes qui vont venir et je pense qu'il va y avoir peut-être une prolongation de la fête ici à Djerba. Une prolongation, on voit bien l'ancien joueur de foot de l'AS Djerba qui parle de prolongation. Madi Natal, une impression générale de ce sommet. Vous êtes arrivé il y a plusieurs jours, on s'est notamment croisés tous, disons-le, au village de la francophonie. Un sentiment général pour l'instant? Merci beaucoup Mohamed. Alors, on doit dire dynamisme fou, parce que c'était au cœur du village de la francophonie, avec la jeunesse, village très animé justement par les jeunes et par les femmes, je le rappelle. Donc je pense que l'adjectif qualificatif justement de ce village, de cette francophonie, c'est dynamisme. Mais est-ce que vous sentez l'événement ancré pour les Djerbiens et les Djerbiennes? C'est vrai que là, on a aujourd'hui le ballet officiel, la sécurité renforcée, on entend les sirènes, il y a ces chefs d'État, on voit la photo de famille aussi également sur les écrans de TV5 Monde. Oui, je pense que oui. Est-ce que c'est hors sol ou est-ce que c'est connecté? Très connecté. Je pense que les Djerbiens ont été au rendez-vous de ce sommet. Il y a une grosse influence, une grosse mobilisation des Djerbiens et je pense que c'est ce qui justement a rendu très beau ce sommet. Votre sentiment à vous, Ronan Dumas-Labbé? Je pense que... C'est votre premier sommet de la francophonie. Absolument, c'est le premier sommet et pas le dernier, je l'espère. C'est un rendez-vous qui malheureusement n'a pas pu être tenu jusqu'à présent à cause de la Covid pour de nombreuses associations et organisations non gouvernementales. Donc c'est le moment de l'unité, c'est le moment de se rassembler, c'est le moment de dialoguer surtout. Oui, moment de dialogue. L'entrepreneuriat, René Trabelsi, et la connectivité, c'est l'un des thèmes forts de ce sommet. Je vais vous le lire quand même parce que c'est vrai que quand on le lit comme ça paraît quand même très abstrait. La connectivité dans la diversité, le numérique vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Là, je m'adresse à la fois à l'ancien ministre, mais aussi à l'entrepreneur. C'est un peu, je le disais, abstrait, dans un pays où des jeunes quittent le pays au péril de leur vie. Que peut justement ce champ de la connectivité, ce champ du numérique pour l'emploi? Je pense que ça peut donner beaucoup d'espoir à des gens qui pensent peut-être partir, mais aujourd'hui, quand on voit les stands de la technologie moderne on a vu, qui est organisé par des jeunes Tunisiens, avec l'apport des bailleurs de fonds, des fois étrangers, l'Union européenne qui présente, beaucoup d'autres pays qui aident énormément. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré à tous ces jeunes qu'il y a un avenir en Tunisie. Qui peut, surtout ceux qui ont été dans les grandes écoles. Il y a vraiment, aujourd'hui, exemple, j'étais dans l'inauguration de centre Elif dans le quartier Riyad. Vous connaissez bien, vous avez visité le Djerbaoud, à proximité de la Griba. C'est vraiment un centre qui peut donner beaucoup d'espoir à beaucoup de jeunes tunisiens. Est-ce que ça vous choque de voir que des jeunes Tunisiens notamment, mais pas seulement dans l'espace francophone, prennent la mer au péril de leur vie? Ça me choque énormément.
Mais malgré que personnellement, j'ai reproché aux parents de laisser partir ces jeunes qui sont très 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 jeunes, mais malheureusement on voit ça partout. On a des gens qui arrivent sur les côtes de Zarzis, de l'Afrique même. Il n'y a pas que les Tunisiens qui partent, mais c'est une mode actuellement, mais c'est très malheureux et choquant en même temps. Ouais, c'est une problématique que vous abordez, on imagine. Vous étiez récemment à Tirana, vous avez adopté des résolutions. Est-ce que c'est une grande question, ça, la question économique et la question de l'avenir parfois sans issue que vivent certains jeunes dans l'espace francophone? C'est une réelle question et le ministre disait tout à l'heure, c'est une mode qui est très fortement malheureuse et je pense que justement les jeunes ont besoin de perspectives économiques pour pouvoir développer leur pays. Et je pense que ça doit être justement un appel à leur dire de pouvoir avoir un ancrage endogène, interne dans leur pays au lieu d'aller rechercher justement la conquête ailleurs. Et je pense qu'ils doivent justement se conjuguer d'abord en national avant de s'exporter. Ouais. Alors ne caricaturons pas, il y a aussi toute une jeunesse qui est très diplômée et qui parfois, là je m'adresse à vous parce que vous êtes français, vous avez étudié au Québec, il y a toute une jeunesse qui a les diplômes mais qui parfois a du mal à obtenir des visas. Vous qui vous êtes baptisé Francophonie sans frontières, que faire pour justement qu'il y ait plus de visas lorsque des jeunes... D'ailleurs c'est une question qu'on retrouve au pavillon Québec, hein. Il y a des pays et des régions qui sont plus à même d'offrir ces opportunités. Tout à fait, il existe plusieurs solutions à travers les visas et je pense à des organismes qui existent déjà entre la France et le Québec qui ont d'excellentes relations. C'est une problématique souvent bilatérale entre les États. Aujourd'hui, malheureusement, il n'existe pas encore de visa francophone, même si c'est une question qui revient fréquemment, notamment pour les jeunes entrepreneurs, pour les porteurs d'affaires. Vous êtes pour? C'est un projet. Alors, c'est un projet qui est porté par beaucoup d'organisations de la société civile, y compris Francophonie sans frontières, de développer aujourd'hui des relations entre les États pour justement développer ces visas d'affaires ou ces visas entre les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, c'est pas à nous de décider, c'est pas surtout pas à nous de le dire. C'est aux chefs d'État qui sont en train de se rassembler et de déterminer les problématiques auxquelles les visas peuvent répondre. Alors, vous menez des projets concrets, notamment à Korogo en Côte d'Ivoire. Qui faites-vous exactement? Alors, Korogo, Côte d'Ivoire, c'est l'un de nos projets. Chaque année, nous organisons une conférence des organismes du développement durable et des institutions du développement durable. Et à Korogo, il y a quelques années, nous avons lancé un projet qui s'appelle Horizon 2030, la CSD. Et nous portons donc des projets de développement durable qui rassemblent différents acteurs institutionnels de la société civile, des entrepreneurs, des entreprises, pour justement trouver des solutions à des problèmes communs aux francophones. On arrive à mettre en commun des solutions qui sont portées localement avec des experts internationaux. Donc c'est quand même un projet qu'on arrive à porter depuis 3 ans et qui va normalement être tenu en 2023 en Casamance au Sénégal. Voilà donc pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Concrètement, vous au Parlement francophone des jeunes, quelle est l'initiative, le projet que vous portez en ce moment à bras-le-corps? Alors, il y a 4, je pense, thématiques qui nous tiennent tout d'abord à cœur, sur lesquelles d'ailleurs les 58 jeunes réunis à Tirana ont travaillé. C'était tout d'abord la désinformation, ensuite le changement climatique, l'abolition de la peine de mort et le retour des œuvres aux pays d'origine, notamment en Afrique. Ça veut dire qu'il y a tous ces combats encore à mener aujourd'hui dans l'espace francophone? Effectivement, d'autant plus qu'on est une jeunesse hyper connectée, au cœur de nombreux défis, avec des chocs à venir. Et c'est pour ça que nous devons nous conjuguer en jeunes citoyens résilients, en se mettant au service de la francophonie, cette francophonie plurielle, de la diversité, et où se souffle un nouveau vent aujourd'hui. Mais sur toutes ces thématiques, est-ce que Louise Mouchikiwabo a avancé dans ce premier mandat? Rappelons que Louise Mouchikiwabo brigue un nouveau mandat à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Il y a eu des avancées, oui ou non? Il y a eu des avancées, il faut le dire, surtout qu'elle est représentative de ce qu'est la diversité dans la francophonie. Je rappelle qu'elle a l'initiative de 2 projets majeurs, notamment Francophonie avec elle, qui met en avant et qui valorise les femmes, et elle a valorisé par ailleurs les jeunes. Donc je pense qu'elle transcende, on le voit, c'est quand même une femme à la tête d'une grosse institution, et je pense que ça se respecte, et il faut avoir le courage de le dire, sa gouvernance est quand même bien faite. Ouais. René Trabelsi, je me tourne vers vous parce qu'il y a eu cette phrase d'Emmanuel Macron qui a pu paraître surprenante aujourd'hui. Je vous la lis. La francophonie est la langue du panafricanisme et qui porte aussi des vraies valeurs universelles. Le mot, la francophonie est la langue du panafricanisme, ça fait réagir. D'abord, la francophonie n'est pas une langue. Pas du tout. Il se trompe ou je pense que... C'est quoi pour vous la francophonie? La francophonie, c'est une confédération des pays où il y a des gens qui partagent cette langue de français. Mais le panafricanisme, c'est entre guillemets une idéologie.
Une idéologie, oui, c'est sûr qu'une idéologie. Vous, ça vous gêne pas? Je sais pas, moi Vous vous sentez panafricaniste, vous, en tant que Tunisien? Africain, tout court? Africain, oui. Je suis africain. La Tunisie, c'est l'Afriqiya. Ouais. On dit Ifriqiya qui a donné son nom à l'Afrique. Exactement. Mais on sait qu'on appartient à l'Afrique, ça c'est sûr. Mais langue, est-ce qu'il faut, je sais pas. Votre micro, pardonnez-moi, effectivement, mettez-le bien près de la bouche. J'ai pas vu le message du président, mais je pense qu'on est un pays il voulait dire sans doute que c'était une langue partagée à travers tout le continent, voilà. Mais ça fait tout de même réagir Madi Natal, vous... Parce que j'imagine les Asiatiques qui nous regardent au Cambodge, au Vietnam, doivent se dire c'est aussi la langue quand même de toute une partie de l'Asie francophone. Oui, exactement. Il rajoute le mot universel, hein, précisons-le. Hein. Bien sûr, je crois que le président Emmanuel Macron prend ses responsabilités dans une francophonie qui est considérée comme un espace de diversité, où quand même, je le rappelle, 65% de cet espace francophone se trouve en Afrique. Oui. Et je pense qu'il prend ses responsabilités dans un contexte où la francophonie est quand même un tout petit peu en recul dans des pays profondément en crise. Oui, mais dans un contexte où parfois on voit, entre guillemets, ce sentiment anti-français monter. Est-ce que prononcer le mot, ça ne veut pas dire aussi, alors qu'il s'en est toujours défendu, il dit très bien qu'il est bien après les indépendances de la plupart des pays africains, qu'il y a quand même un relent toujours de ce qu'on appelle la France-Afrique? Oui, peut-être, mais je crois que on ne doit pas... ce n'est pas vu comme ça. Aujourd'hui, le président Emmanuel Macron veut trancher avec un discours qui choque certains Africains jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il en appelle à la solidarité en précisant que c'est un panafricanisme d'indépendance, d'autonomie du continent africain. Et je pense que c'est un clin d'œil aussi à tous ceux qui sont en crise et qui s'autoproclament anti-politique française, pas anti-français, mais anti-politique française, effectivement. Kateb Yassine, le grand écrivain algérien francophone, disait que c'était un butin de guerre, la langue française. Vous connaissez cette citation? Absolument, et il y en a bien d'autres sur la francophonie, mais pour reprendre un peu sur l'idée, est-ce que c'est le panafricanisme ou non, je dirais que pour reprendre les mots du président Bourguiba, c'est un empire de l'esprit, c'est aussi la francophonie universaliste de Senghor, donc ce qu'avaient prévu les pères fondateurs. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Oui et non. On ne va pas rentrer dans le débat, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui permet de dire au président Emmanuel Macron que la francophonie et le panafricanisme sont similaires, c'est qu'il y a un engagement. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque dans cette francophonie, c'est un engagement. Il faut que ce butin de guerre, comme vous l'avez dit, soit pris comme un outil pour permettre le développement et aussi pour créer une force à l'Afrique. Et ça, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. C'est remis constamment en question pour des raisons politiques et culturelles. René Trabelsi, nous sommes en Tunisie. Il y a 11 ans, le monde entier découvrait la révolution tunisienne avec le départ de Ben Ali, l'ancien dirigeant tunisien. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui à propos de la Tunisie. Diriez-vous qu'il y a un recul démocratique en Tunisie ou que le pays et que la révolution finalement suit son cours avec parfois des reculs et des avancées? Quel est votre état d'esprit? Moi, je pense que la révolution suit son cours, sagement, on va dire. Il y a des révolutions qui se passent avec des guerres civiles. En Tunisie, c'est vraiment avec sagesse. On a l'impression qu'on teste de système à un autre. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans la bonne direction. Les élections, c'est dans un peu moins d'un mois, élections législatives anticipées. Exactement, le 17 décembre. Vous pensez que ça va bien se passer? Vous êtes confiant? J'espère que ça va bien se passer. Moi, je pense que... Et si le président Kais Saied vous appelle pour entre gouvernement ou notamment la première ministre, est-ce que vous accepteriez? C'est une question très difficile, mais ils savent très bien que René Trabelsi, il était toujours là, même avant que je sois ministre, pour aider le pays. Je pense que on n'a pas besoin d'être au gouvernement pour aider la Tunisie. On peut... moi, je travaille dans le tourisme, alors mon métier, c'est amener du tourisme en Tunisie, mais ça, c'est aider aussi la Tunisie. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Tunisiens doivent être encore plus solidaires et plus proches de l'État pour vraiment avancer, parce que... Solidaire pour avancer, merci. Solidaire pour avancer, parce qu'après le sommet de la francophonie, je crois qu'il y a une grande chance pour la Tunisie. Merci beaucoup René Trabelsi. Najla Bouden, première ministre, qui est donc une femme pour la première fois, je n'avais pas cité son nom. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.